Monsieur Miller, voici le docteur Martinez. Bonne nouvelle, ce n'est pas le paludisme. Mauvaise nouvelle, c'est la chlamydia. Je m'appelle Jack Miller. Je répare les tuyaux cassés, les ascenseurs bloqués, les circuits électriques grillés. À l'hôpital Mercy General, c'est moi qu'on appelle quand le bâtiment commence à tomber en ruine. Mais ça, je ne peux pas le réparer. Il y a 3 jours, Olivia est revenue d'un voyage humanitaire. Pâle, en sueur, elle a dit que c'était à cause des pilules. J'ai acquiescé, parce que les maris veulent me croire. Mais sa valise racontait une autre histoire. Un pass VIP doré, une liste d'invités à un gala et une photo que je n'avais jamais vue. Elle, dans une robe moulante rouge cerise, 6 mains d'hommes autour de sa taille. Tout le monde souriant comme s'ils avaient déjà gagné quelque chose. Des effets secondaires, avait-elle dit en haussant les épaules. Elle n'avait pas tort, mais elle avait donné la mauvaise raison. À l'étage, elle m'a appelé, douce comme toujours. De l'eau, j'ai fixé le verre que j'avais laissé tomber, les fissures s'étendant comme des failles. J'avais déjà entendu ce bruit, juste avant qu'une soupape de pression n'explose. Certaines choses, on les répare. D'autres, on les arrête avant qu'elles n'entraînent tout le système dans leur chute. Je m'appelle Jack Miller. Si un hôpital était une personne, je serais les genoux et le bas du dos. Rien de glamour, mais tout à fait nécessaire. Je maintiens le Mercy General en état de marche quand les lumières clignotent, quand un drain se bouche, quand une porte ne ferme pas et qu'une famille effrayée veut de l'intimité. J'ai fait des doubles gardes pour des pannes de chaudière et passé le réveillon de Noël à dégeler des tuyaux pour que les bébés restent au chaud. Je ne porte pas de blouse blanche. Je porte des bottes en acier et j'ai toujours sur moi un rouleau de ruban adhésif bleu qui répare la moitié du monde jusqu'au lendemain matin. Les gens disent que je suis patient. En vérité, j'aime les problèmes imprévisibles. Les choses cassées qui admettent qu'elles sont cassées. Vous tournez une clé, la fuite s'arrête. Vous remplacez une courroie, l'ascenseur fonctionne. C'est ainsi que j'ai vécu mon mariage pendant 8 ans. Serrer les boulons, changer les filtres, faire en sorte que tout continue de fonctionner. Alors, quand Olivia est rentrée d'outre-mer avec l'air d'avoir traversé une tempête, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai pris mes outils et je me suis dit que je pouvais réparer ça. Olivia est arrivée un mercredi, juste après l'heure de pointe du déjeuner. Elle bougeait comme quelqu'un qui paie pour un choix que son corps n'approuve pas. La peau moite, les mains tremblantes, le sourire que l'on utilise quand on ne veut pas de questions. Des comprimés contre le paludisme, a-t-elle dit d'une voix fluette. Des effets secondaires. Ça passera. Je l'ai cru comme les maris croient aux prévisions météo. Non pas parce que le ciel le dit, mais parce que vous avez déjà planifié le week-end. J'ai préparé du thé, mis des couvertures, placé une poubelle près du lit au cas où. Elle a fermé les yeux et m'a laissé jouer les infirmiers, ce qui était étrange. C'est elle l'infirmière, en réalité. Chaque fois que je lui posais des questions sur sa mission, elle répondait de longues heures et elle s'égarait. Je n'arrêtais pas de penser à notre compte épargne pendant les 2 semaines où elle était partie, aux factures empilées comme des blocs de Jenga attendant une main négligente. Quand elle s'est enfin endormie, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardée respirer et je me suis dit que la pire chose dans notre maison était un flacon de pilules avec une étiquette effrayante. La valise était posée sur la commode, comme si elle avait vu des choses dont elle n'était pas prête à parler. Je l'ai ouverte pour l'aider. Des blouses propres, des flacons de voyage, le chapeau de soleil qu'elle avait acheté en solde. En dessous, j'ai trouvé un pass VIP doré avec l'inscription Pacific Relief Gala Donor Appreciation Weekend en lettres élégantes. Mon estomac a fait un lent plongeon. Je me suis dit que les hôpitaux organisaient des fêtes, même pour de bonnes causes. Puis j'ai trouvé la liste des invités. 30 noms écrits à l'encre fine, avec une petite coche à côté de la moitié d'entre eux, comme un serveur qui note les tables. J'ai déjà vu des blocs-notes comme celui-ci à l'extérieur du bloc opératoire. Quelqu'un décide qui peut entrer. J'ai tout posé et j'ai écouté l'appartement respirer. Le ronronnement du réfrigérateur, le cliquetis des tuyaux, le bruit que fait un immeuble quand il se tait. Par la fenêtre, le drapeau du voisin pendait mollement dans la chaleur du mois d'août. Je voulais replier le passe là où je l'avais trouvé et choisir un autre jour. Je voulais être celui qui répare les choses sans se demander pourquoi elles se sont cassées. La photo était enfouie sous sa blouse, comme la vérité sait toujours se cacher là où on ne la cherche pas. Olivia, dans une robe moulante rouge cerise,
du genre qui vole la lumière de la pièce. Autour d'elle, 6 hommes dans smoking, tous avec le sourire exercé de ceux qui n'attendent jamais en ligne. Leurs mains reposaient tranquillement sur sa taille, comme s'ils avaient déjà payé le prix d'entrée. J'ai essayé d'être raisonnable. Les collectes de fonds ont besoin de photos. Les infirmières posent avec les donateurs. C'est ainsi que les hôpitaux vivent. Mais j'ai travaillé trop longtemps avec des machines pour ne pas remarquer certains bruits. Quelque chose dans ma poitrine faisait le bruit d'un moteur à court de lubrifiant. J'ai retourné la photo. Pas de date, pas de mention d'événement, pas de «j'aurais aimé que tu sois là». Juste le genre de silence qui s'installe après la fin d'une mauvaise histoire et avant que quelqu'un ne l'admette. J'ai glissé la photo dans ma poche arrière et j'ai senti le bord me piquer quand je respirais. La vérité avait des angles. Il commençait à me couper. Jack, de l'eau, m'a-t-elle appelé, douce comme un gâteau du dimanche. J'ai enfoui la photo plus profondément que ne le méritent les secrets et je me suis dirigé vers la cuisine comme si mes bottes pesaient 25 kilos chacune. J'ai rempli un verre et j'ai regardé le robinet trembler. Un jet régulier, comprimé par l'air dans la conduite. Des vieux bâtiments télégraphient ce qui va arriver si vous écoutez. À l'étage, le plancher craquait au rythme patient de quelqu'un qui fait semblant d'être impuissant. J'ai apporté l'eau. Les cheveux d'Olivia étaient en bataille. Son T-shirt universitaire était assez grand pour cacher une histoire. « Tu es un ange », a-t-elle dit, en buvant une gorgée avec précaution, évitant mon regard comme s'il s'agissait d'un projecteur lors d'un contrôle d'alcoolémie. Je posai le verre et souris comme on le fait à l'église quand le sermon touche au but. « Comment s'est passée la mission ?» demandai-je. Elle me parla des cliniques isolées et des familles reconnaissantes, sans jamais prononcer le mot « glas ». Chaque mot m'a transpercé comme un coup de vis. Quand elle a fermé les yeux, je suis redescendu, la main sur ma poche, qui battait comme un marteau. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je connaissais grâce au rappel de rendez-vous et à la saison des vaccins contre la grippe. « Monsieur Miller, ici le docteur Martinez. » Sa voix avait cette politesse que les médecins utilisent pour amortir le choc. « Bonne nouvelle, ce n'est pas le paludisme. » Le temps s'est ralenti. Le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, ma propre respiration qui raclait mes dents. Mauvaise nouvelle, c'est la chlamydia. Nous allons commencer un traitement antibiotique, c'est traitable, mais vous devriez aussi vous faire dépister. Je l'ai remercié parce que les bonnes manières sont une mémoire musculaire, même quand tout en vous s'écroule. Elle a fait une pause. Olivia vous a-t-elle dit qu'elle avait été testée hier? Hier. J'ai fixé le plafond où les tuyaux courent comme une vérité honnête. Pas de surprise, juste des racines. Elle a mentionné les effets secondaires. J'ai dit « D'accord », a répondu doucement le médecin. L'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone comme s'il allait exploser et j'ai regardé mes mains. Les hommes de mon âge répandent des terrasses, entraînent des équipes de baseball junior, remboursent des voitures d'occasion. Personne ne vous donne de recette pour ça. Le silence qui suit une mauvaise nouvelle est plus lourd que n'importe quelle clé à molette. Il y a des mots qui changent la peinture de vos murs. La chlamydia en fait partie. Elle a résonné dans notre cuisine comme le premier coup de tonnerre d'un orage d'été. Et tous les souvenirs que j'avais essayé de mettre à l'abri ont refait surface. Les photos de mission qu'elle avait postées, les SMS prudents, la façon dont elle avait détourné le visage lorsqu'elle m'avait embrassé avant de prendre l'avion. Je voulais être l'homme que j'avais vu grandir. Mon vieux réparant une transmission au crépuscule, s'essuyant les mains et disant « On va trouver une solution. Mais il n'y a pas de joint que l'on puisse remplacer pour la confiance. Une bonne maison cache son câblage. Quand quelque chose fait des étincelles, on le sent avant de voir la fumée. Je suis resté là, le téléphone refroidissant dans ma paume, et j'ai senti la chaleur monter dans mon cou. À l'étage, Olivia a toussé pour faire effet. J'ai pensé au dîner du dimanche chez ses parents, aux vœux prononcés dans une église qui sentait l'huile de citron. La foudre ne demande jamais la permission avant de frapper. Elle trouve simplement la chose la plus haute et la fend en deux. Le verre a glissé. Peut-être que ma main a tremblé. Peut-être que la gravité a décidé de jouer un mauvais tour. Il a heurté le carrelage et s'est brisé en 1000 morceaux qui reflétaient toute la cuisine en morceaux tordus. L'eau coulait partout, suivant les joints, comme des rivières, à la recherche de vieilles cartes. J'ai attrapé une serviette et j'ai fait ce que je sais faire. Contenir, contrôler, nettoyer.
Les serviettes de mon camion sentaient l'huile et le solvant. Celle-ci sentait le liquide de vaisselle au citron et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je n'arrêtais pas de penser. C'est ce qui arrive. La pression monte, les joints cèdent, le point faible lâche. On ne reproche pas à l'eau de couler vers le bas. On reproche à la fissure. À l'étage, le plancher a de nouveau craqué. Elle voulait cette eau. J'ai essoré la serviette. J'ai regardé mon visage déformé dans un éclat de verre et j'ai compris pourquoi les hommes de mon âge font de longs trajets en voiture après le dîner. On ne peut pas réparer ce qui refuse d'admettre qu'il est cassé. Je jetai le verre à la poubelle et décidai pour une fois de laisser le désordre tel quel et de parler. Je descendis lentement les escaliers en comptant chaque marche. Une pour le mensonge, une pour le gala, une pour l'appel. Près de la porte, je répétais la version de moi-même qui aide les gens à traverser les situations d'urgence. Voix calme, main ferme, pas de reproche avant que le feu ne soit éteint. Olivia semblait toute petite contre nos oreillers, l'image même du besoin. Elle m'a remercié pour l'eau qu'elle n'avait pas encore reçue. J'ai posé le verre sur la table de chevet et je me suis assis sur le bord du lit, comme on le fait quand un mécanicien explique ce qui n'a pas fonctionné et combien cela va coûter. Parlez-moi de la mission, ai-je dit, aussi détendu qu'un présentateur météo. Elle m'a parlé de villages reculés, de longues routes, de moustiques. Pas un mot sur les paillettes, la musique ou les hommes qui ne font pas la queue. J'ai hoché la tête au bon moment et j'ai continué à respirer calmement. À l'intérieur, quelque chose s'est déroulé. Par mesure de précaution, j'ai toujours sur moi un dossier pour les pires cas. Dans ma tête, je l'ai ouvert. Je ne savais pas encore quelle solution adopter. Je savais seulement que ce n'était pas temporaire. J'ai porté l'eau à l'étage comme si elle pesait plus lourd qu'elle ne le devrait. Olivia avait empilé des oreillers derrière elle, les cheveux en bataille, un T-shirt universitaire trop grand, l'image même d'une bonne patiente se reposant après avoir fait de bonnes choses. Elle m'a adressé ce sourire doux, auquel je croyais autrefois comme à une vérité évangélique. « Tu es le meilleur », m'a-t-elle murmuré, comme si je venais de réparer une fuite derrière le mur. J'ai posé le verre et j'ai regardé la condensation s'étendre sur la table de chevet, une petite inondation patiente attendant la permission. « Ça va mieux ?» demandai-je. La façon dont tu parles à la mère d'un inconnu dans la salle d'attente des urgences. « Un peu », répondit-elle, les yeux glissant des miens comme des patins sur une mauvaise glace. « Ces pilules sont horribles. » J'acquiesçais, car les hommes de mon âge apprennent à choisir le bon moment. En bas, la cuisine sentait encore le verre brisé et le savon au citron. Dans ma poche, la photo appuyait son coin pointu contre ma cuisse. Je pouvais jouer les infirmières ou jouer les honnêtes. J'ai choisi la deuxième option. « Parle-moi de la mission », ai-je dit d'une voix calme, les mains posées tranquillement sur mes genoux. Olivia a regardé derrière moi, a trouvé un endroit sur le mur où la peinture avait besoin d'être retouchée. « De longues heures », a-t-elle dit. La chaleur, les insectes. Nous avons installé des cliniques dans des endroits sans route. Les gens faisaient de la queue avant le lever du soleil. Nous avons manqué de gants à 2 reprises. C'était le genre d'histoire sur laquelle on ne peut pas discuter sans paraître mesquin. J'imaginais mon père me parlant d'un carburateur cassé. Beaucoup de détails, peu d'émotions. « Vous avez eu le temps de vous reposer ?» ai-je demandé. « À peine », a-t-elle répondu. Et elle s'est mise à tousser. Nous avons fait ce que nous avons pu. J'ai jeté un coup d'œil à sa valise, désormais fermée, comme si cela pouvait garder ses secrets. Les gens de notre âge connaissent la différence entre la fatigue et la culpabilité. L'un s'enfonce dans un fauteuil, l'autre continue d'avancer. La fatigue d'Olivia était trop chorégraphiée. J'ai tendu la main vers la table de chevet, j'ai soulevé le verre d'eau et je l'ai laissé capter la lumière. « Il y a autre chose dont nous devrions parler », ai-je dit. « Quelque chose que j'ai trouvé. » J'ai sorti la photo de ma poche arrière et l'ai posée comme un mécanicien pose une courroie fissurée sur le comptoir. Pas pour vous faire honte, mais pour vous montrer ce qui n'a pas fonctionné. Olivia dans une robe moulante rouge cerise, 6 smoking gravitant autour d'elle comme l'argent a une gravité. Pas de légende, pas de date, juste un moment qui n'en avait pas besoin. Son souffle s'est à peine accroché, le son que fait une pipe lorsque de l'air pénètre dans la conduite. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, même si la question répondait d'elle-même. Elle a dégluti. « Une collecte de fonds », a-t-elle dit. « On prend des photos. C'est comme ça que les hôpitaux fidélisent leurs donateurs. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr », ai-je dit en tapotant le bord.
Parle-moi des mains. Le silence s'est épaissi. Les personnes âgées connaissent ce genre de silence. C'est le même silence qui s'installe à Thanksgiving quand quelqu'un dit ce que personne n'est censé dire. J'ai laissé le moment s'étirer jusqu'à ce qu'il bourdonne. D'accord, ai-je dit en me levant. Essayons une autre approche. J'ai rapproché la photo suffisamment pour que la robe cerise illumine la pièce. La couleur a quitté son visage comme la lumière s'éteint lors d'un test électrique. Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-elle dit. La première carte d'un jeu que j'ai déjà vu. Nier, minimiser, reformuler. Ces hommes, les donateurs, tout le monde prend ses photos. C'est du théâtre. Elle a forcé un rire qui ne savait pas où se poser. Vous savez comment sont ces événements? En fait, oui. Les sols qui grincent, les lumières qui bourdonnent, les déchets qui doublent après les discours. Et la liste des invités? Ai-je demandé. Les coches? Elle cligna des yeux, recalculant. La présence, dit-elle. J'ai aidé à placer les invités, c'est tout. L'air dans la pièce ressemblait à celui de la fin juillet, épais, bourdonnant, attendant l'orage. J'entendais la télévision de mes voisins à travers le mur. Des rires enregistrés, synchronisés pour ceux qui ont besoin d'aide pour savoir quand rire. D'accord, dis-je plus doucement que je ne le ressentais. Une dernière question. Elle acquiesça, reconnaissante pour tout sauf la vérité. J'ai pris le verre d'eau et le lui ai mis dans les mains comme un accessoire. Quand alliez-vous me parler du test d'hier chez le Dr. Bay Martinez? Le mot est resté suspendu entre nous comme une clé tombée qui résonne sur le béton. La chlamydia, ai-je dit, aussi clairement qu'un panneau routier. Pas le paludisme, c'est ce que le médecin m'a dit. Olivia a tressailli, comme on tressaille quand une portière de voiture claque trop fort. Jack, s'il vous plaît, je vais faire simple, ai-je dit. Soit tu m'as été infidèle, soit la science a évolué pendant que j'étais au travail. J'ai appris à annoncer les mauvaises nouvelles avec gentillesse. On ne reproche pas à la famille quand le compresseur tombe en panne. On leur montre les bobines brûlées et les brûlures sur ses jointures. C'est traitable, a-t-elle dit rapidement. Ça ne veut pas dire que ça suffit, ai-je répondu. La pièce semblait se refermer sur nous. Au bout de la rue, une sirène retentit puis s'évanouit. Le long soupir d'une ville qui a connu pire. Je regardais la photo, puis elle. 2 photos de ma femme, aucune ne racontant une histoire avec laquelle je pouvais vivre. Quelque part au fond, une soupape de pression gémit. Je vais te poser la question une seule fois, ai-je dit. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire avant que je décide de la suite? Elle s'est effondrée comme les gens s'effondrent quand l'histoire ne supporte plus leur poids. Des larmes aussi rapides que les orages d'été. Du mascara coulant vers le sud. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit en tendant la main vers moi comme si elle pouvait soutenir un toit. C'était compliqué. La mission avait besoin de contact. L'hôpital attendait un réseau. Je me suis laissé dépasser. Elle m'a serré la main comme le font les couples à l'église lorsque le prêtre touche un sujet qui les touche. On peut régler ça avec une thérapie. Je quitterai les comités. Je bloquerai les numéros. Tout ce que tu veux. J'ai pensé aux hommes que je connais. Des gars qui vendent leur camion pour payer une facture médicale. Qui font des heures supplémentaires parce que l'hypothèque ne fait pas de dodo. On répare ce qu'on peut et on ne fait pas semblant pour ce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas un tuyau bouché, Liv, ai-je dit. C'est la conduite principale. Ses larmes se sont transformées en colère pendant un instant, puis se sont adoucies à nouveau. « S'il te plaît », a-t-elle murmuré. Quelque part dans le bâtiment, une porte a claqué et le cadre a tremblé. Ma décision aussi, mais pas comme elle l'espérait. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le placard et j'ai attrapé mon vieux sac de voyage. C'est celui que j'utilise pour les appels liés aux ouragans et aux pannes de chaudière nocturne. Grand, honnête, prêt. J'ai plié les chemises comme ma mère me l'avait appris et empilé les jeans comme des bardeaux contre la pluie. Olivia m'observait, les larmes séchant entraînées. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, comme si la réponse pouvait encore changer si elle trouvait le ton juste. « Je fais de la place », répondis-je. Les hommes de mon âge connaissent le rituel. Les outils dans leur mallette, les clés dans un plat, le portefeuille, la bague, la laine. Je pris mon rasoir, ma brosse à dents, mes bottes en bout d'acier, les morceaux d'épi, une vie qui avance de son propre chef. La photo était posée sur la commode, la robe rouge me mettant au défi de la regarder à nouveau. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela,
J'ai fermé lentement le sac, le bruit étant suffisamment long pour être enregistré. Il y a une sorte de silence qui suit une fermeture éclair, le silence des décisions qui s'imposent. Olivia a tendu la main vers le sac de voyage, ses doigts effleurant doucement la toile. « Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. Tu peux rester, tu peux. » Pour une fois, je n'ai pas réparé le moment. Comme d'habitude, a-t-elle rétorqué, le chagrin se transformant en mépris. Quand ça devient difficile, tu t'enfuis toujours. C'est drôle ce que les gens réécrivent quand l'encre est encore fraîche. À cause de quoi, ai-je demandé. Les enfants, a-t-elle répondu. Une maison, des promotions. Tu n'as jamais voulu plus. Encore cette vieille rengaine, celle où la stabilité devient insignifiante. Ou fiable signifie sans ambition. J'ai pensé aux hommes de mon équipe. Des gars qui se tiennent mutuellement des lampes de poche sous des plafonds qui fuient à 2 heures du matin, qui se présentent quand même quand leur dos leur fait mal et que leurs genoux les font souffrir. Je n'ai pas fui. J'ai dit que j'avais mis fin au gaspillage que nous ne pouvions pas nous permettre. Je suis resté tard pour que tu puisses suivre des cours. J'ai fait en sorte que nous ayons toujours de quoi payer nos factures. Sa bouche s'est crispée. Tu as peur de t'améliorer. J'ai ri une fois, sans humour. J'ai peur des mensonges, et je dis. L'air était froid, comme si une porte était ouverte quelque part. Tu veux parler de fuite? J'ai fait un signe de tête vers la photo. Commençons par savoir qui s'est enfui et où. Ses yeux ont brillé. Ce que j'ai sorti ensuite de mon sac n'était pas des vêtements. J'ai posé le sac de voyage sur le lit et j'ai ouvert un autre registre, celui que les personnes âgées gardent dans leur tête. 8 ans, ai-je dit. Les doubles gardes, les sorties de pêche annulées, la climatisation en panne en juillet, que j'ai réparé avec un ventilateur et l'espoir que nous n'aurions pas à puiser dans nos économies. J'ai pris les appels tardifs pour que tu puisses dormir avant tes gardes matinales. J'ai appris à faire le rôti de ta mère et j'ai appris à me taire quand il n'avait pas le même goût que le sien. J'ai laissé passer ça. J'ai refusé une promotion parce qu'elle nous aurait obligés à déménager à l'autre bout de la ville, loin de tes parents. J'ai vendu la vieille Chevrolet de mon père pour payer tes cours de certification. Je n'ai pas fui, Liv. Je t'ai soutenu. Son menton tremblait. J'essayais de m'épanouir, a-t-elle dit. Moi aussi, ai-je répondu, mais dans une direction où tu pouvais vivre. La pièce s'est rétrécie jusqu'à l'espace entre nous, le passé s'étalant comme des reçus. J'ai pris une inspiration et j'ai tendu la main vers le tiroir où je gardais la chose que je n'avais jamais voulu utiliser. Le dossier en papier craft avait vécu sous des chaussettes et des jours ordinaires, une police d'assurance silencieuse contre la tempête que je priais de voir passer. Je l'ai sorti et l'ai posé sur le lit, entre la trace d'eau et la photo. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Olivia, d'une voix à nouveau faible. « Un plan de secours, ai-je répondu. Je fis glisser la première page vers elle. Des noms, des dates, le langage des fins écrits par quelqu'un qui ne connaît pas vos blagues. Je les avais fait rédiger des mois auparavant, après des SMS envoyés après minuit qui sentaient mauvais, après un deuxième téléphone, après que mon instinct ait cessé de dormir. « Non, » murmura-t-elle comme si le papier pouvait s'effacer tout seul. « Ce n'est pas toi. Je voulais que ce soit vrai. Je voulais être l'homme qui n'a jamais besoin de parachute. Mais j'ai vu trop de toi s'effondrer sous le poids de la neige. Je ne vais pas déposer la demande ce soir, ai-je dit, mais j'en ai assez de faire semblant qu'il n'y a pas d'incendie. » Le bâtiment a craqué, s'affaissant ou avertissant. J'ai fermé le dossier. Ses yeux m'ont suivi jusqu'à la porte. En bas, la cuisine attendait le prochain bruit. J'ai passé le sac sur mon épaule et suis passé devant les photos accrochées au mur de notre couloir. Des anniversaires sous un mauvais éclairage. Une sortie à la plage où le vent s'était chargé de la coiffure. La voix d'Olivia s'est brisée derrière moi, aiguë, suppliante, puis en colère, puis à nouveau faible. J'ai déjà entendu des alarmes comme celle-là à Mercy. Certaines, on y répond, d'autres, on les fait taire, car le problème n'est pas le bip, c'est le feu. Je me suis arrêté à la porte, la main sur la poignée, me demandant si 8 ans pouvaient passer à travers un verrou de 3 pouces. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit. « On peut arranger ça. » J'ai imaginé la robe rouge cerise, la liste des invités, mon nom absent de toutes les lignes. Je suis sorti sur le palier et j'ai laissé la porte se refermer. Le silence qui semble plus bruyant qu'un claquement. Dehors, la soirée sentait l'herbe coupée et l'asphalte chaud. J'ai posé le sac dans le camion,
J'ai pris une inspiration, puis une deuxième, et j'ai démarré le moteur. Le voyant du moteur a clignoté une fois, puis s'est éteint, comme si même le camion savait que j'avais dépassé le stade de la révision. Le Riverside Motel se trouve entre un prêteur sur gage et un restaurant qui jure que son café est célèbre depuis 1982. Le air néon clignote et la nuit, il semble dire « J'aime les défis ». J'ai travaillé dans des endroits qui se sentaient comme ça. Du désinfectant, de la fumée racise, le genre de propreté qui se mérite. Le réceptionniste m'a glissé une clé attachée à un anneau assez grand pour attacher du bétail. Les tarifs à la semaine sont moins chers, m'a-t-il dit, les yeux rivés sur l'homme au sac de voyage et sans sourire. La chambre 112 avait un couvre-lit assez bruyant pour réveiller les morts et un ventilateur de salle de bain qui gémissait comme un enfant à qui on demande de partager ses jouets. Mais la porte se verrouillait, la climatisation soufflait de l'air froid et rien dans la chambre ne prétendait être ce qu'il n'était pas. J'ai posé mon sac, je me suis lavé le visage avec de l'eau qui a coulé rouillée pendant une seconde, puis je me suis regardé dans le miroir. Les hommes de mon âge mesurent les nuits comme celle-ci en fonction du silence du téléphone. Le mien n'était pas silencieux. Il s'est allumé comme une mauvaise idée. Au troisième jour, la télévision du motel m'avait appris à connaître tous les avocats de la ville et la moitié des concessionnaires de voitures d'occasion. Je me nourrissais au distributeur automatique parce que les décisions me semblaient lourdes et que les chips ne discutent pas. Cet après-midi-là, j'ai reconnu un coup frappé à la porte. Trop rapide, impatient. Mike Kowalski, agent de sécurité de nuit à Mercy, s'est penché avec un pack de 6 bières et un visage qui a vu les gens dans leurs pires moments sans les le leur faire ressentir. « J'ai entendu dire que tu avais déménagé », a-t-il dit. Le genre de blague qui permet à un homme de garder sa dignité. Nous l'avons fait asseoir sur la chaise, moi sur le lit qui grinçait comme s'il avait son mot à dire. Il n'a pas insisté. C'est le don de Mike Talent. Il vous regarde droit dans les yeux et attend que la vérité devienne trop inconfortable pour rester silencieuse. « C'est grave ?» a-t-il finalement demandé. Je lui ai parlé de la valise, de la photo, de l'appel du Dr Martinez. Il a grimacé comme le font les hommes quand quelqu'un leur raconte qu'il s'est laissé tomber un moteur sur le pied. Il m'a tendu une bière. « Tu vas en avoir besoin », m'a-t-il dit. Il n'avait pas tort. Il y a une différence entre savoir et dire. Savoir, c'est garder pour soi. Dire, c'est mettre les choses sur la table, à la vue de tous. Elle est rentrée à la maison avec une chlamydia. J'ai dit que ce mot rendait les tableaux bon marché accrochés au mur encore plus minables. Mike n'a pas bronché et ne m'a pas fait la morale. Il a juste inspiré et expiré. Je suis désolé. Il a dit exactement ce qu'il fallait pour exprimer sa tristesse. Je lui ai parlé du pass pour le gala, de la liste des invités, des mains sur sa taille. Il a hoché la tête à certains moments, comme s'il avait déjà entendu des versions de cette histoire. Dans les parkings, pendant les pauses cigarettes, dans les coins tranquilles où les hommes avouent qu'ils ne savent pas quoi faire. Le docteur dit que c'est traitable, ai-je ajouté, parce que les faits sont une habitude. La rouille aussi, a-t-il dit. Mais cela vous en dit long sur le métal. Nous avons regardé la chaîne météo en silence. Une ligne rouge serpentait sur la carte comme un problème d'horaire. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-il demandé. Je ne savais pas encore. Je savais seulement que j'en avais assez de souffrir en silence. « Première règle, a dit Mike en se penchant en arrière comme un arbitre qui a déjà arbitré ce match. Garde ta dignité. Ne la cède pas gratuitement. » Il a énuméré les pièges habituels. Pas de messages vocaux ivres, pas de passage en voiture à minuit, pas de crise publique qui la font passer pour la plus stable. Documente tout, a-t-il ajouté. Les dates, les SMS, tout. La mémoire manque quand elle est blessée. Il m'a parlé de son divorce, de la partie où il a appris que rester assis tranquillement vaut mieux que se déchaîner quand la foule regarde. Prendre la voie royale, lui ai-je dit, reprenant le vieux cliché. Il a secoué la tête. Prends la voie solide, haute ou bas, peu importe, la solidité tient bon. J'ai pensé aux gars de Mercy qui encadrent les murs bien droits parce que le bébé de quelqu'un s'y appuiera. Mike a pointé mon téléphone. Tu voudras bloquer, puis débloquer, puis écrire des discours. Ne garde pas tes mots courts et tes pas réguliers. Il a souri, fatigué et gentil. Et mange de la vraie noux. Nourriture une fois par jour. C'est plus difficile de s'effondrer avec un sandwich à la main. Les messages d'Olivia arrivaient comme le temps, passant d'une saison à l'autre plus vite qu'un calendrier.
Je suis désolé que tu réagisses de manière excessive. On peut arranger ça. Tu ne m'as jamais soutenu. Les personnes plus âgées connaissent bien ce refrain. On le voit chez les enfants adultes qui veulent de l'argent et chez les patrons qui offrent de la visibilité au lieu d'un salaire. Mon pouce planait au-dessus des réponses que je n'envoyais pas. Mike me regardait arpenter la moquette qui avait déjà connu pire. Écris-le dans des notes, m'a-t-il dit. Ne l'envoie pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit des choses féroces, intelligentes, stupides, et je les ai laissées captives sur un écran qui ne vend jamais la mèche. Elle a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. À la 3e tentative, j'ai répondu et j'ai dit 12 mots. À partir de maintenant, uniquement par email. Je répondrai dans les 24 heures. Puis j'ai raccroché et bloqué le numéro, comme on ferme un robinet avant de réparer une fuite. 2 secondes plus tard, un email est arrivé, long comme un sermon, furieux comme un frelon. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Je voulais d'abord me laver les mains. C'est du manuel, m'a dit Mike le lendemain soir, en tapotant mon écran comme un entraîneur dessinant un schéma de jeu. Il nie ce que tu as vu, puis il minimise ce que tu as ressenti. Ensuite, il te reproche d'avoir réagi aux deux. Il a fait défiler l'écran. C'était juste du réseautage, et nous étions séparés dans nos esprits. Et tu m'as fait me sentir petit. Voilà, a-t-il dit en pointant du doigt. 3e étape. Il n'était pas satisfait d'avoir raison. Il était triste de voir à quel point avoir raison ressemble souvent à ça. J'ai pensé aux gars que je connais qui ont réparé des cloisons sèches après qu'un adolescent ait jeté une manette, qui ont dit « je t'aime » à quelqu'un de trop en colère pour l'entendre. Nous apprenons les schémas à la dure. Comment battre un livre de tactique, ai-je demandé. Tu ne le fais pas, a répondu Mike. Tu changes le jeu. Tu arrêtes de te disputer avec une histoire qui te fait passer pour le méchant. J'ai posé mon téléphone face vers le bas et j'ai écouté le bruit des camions sur l'autoroute. Quelque part dans ce bruit, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'air qui circulait dans l'espace ouvert. Une fois que Mike l'a nommé, je ne pouvais plus l'ignorer. L'année dernière s'est rejouée comme une vidéo de surveillance avec des angles que je n'avais pas remarqués auparavant. Les SMS secrets, les graphiques tard dans la nuit. Le besoin soudain d'acheter des robes qui ne correspondaient pas à notre budget. Je me suis souvenu d'un dîner de donateurs à l'hôpital auquel elle avait insisté pour assister et de la façon dont elle était rentrée à la maison en sentant comme un hall d'hôtel où l'on ne peut pas se permettre de s'asseoir. Les hommes de mon âge jurent qu'ils feront plus attention la prochaine fois. Mais la vérité, c'est que l'amour se construit sur la confiance, pas sur la surveillance. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé la climatisation du motel Vrombayer. Tu n'es pas stupide, m'a dit Mike en lisant sur mon visage. Tu es loyal. Il y a une différence. Le distributeur automatique dans le couloir a fait tomber un autre dîner sur le sol. J'ai décidé d'arrêter d'être en colère contre hier et de commencer à être utile pour demain. Alors, j'ai dit, on documente, on répond par email, on ne mord pas à l'hameçon. Mike a hoché la tête. Et tu manges quelque chose qui n'a pas été congelé en 2011. On a ri. Ça ressemblait presque à un nouveau départ. Le lendemain matin, j'ai acheté un cahier à spirale à la caisse du restaurant, du genre de ceux qu'on garde près du téléphone dans les cuisines équipées d'une ligne fixe. J'ai écrit les dates, les heures, des résumés clairs et nets, sans adjectifs. J'ai enregistré les captures d'écran dans un dossier au nom ennuyeux. J'ai transféré l'email furieux à une nouvelle adresse que j'ai créée pour ce désordre. Une boîte pour les faits, pas pour les sentiments. Mike est passé avant son service avec un café qui aurait pu décaper de la peinture. Encore une chose, a-t-il dit, sérieux cette fois. Ne donne à personne une raison de te traiter d'instable. Il m'a énuméré les idées stupides que les hommes peuvent avoir. Crever les pneus, en parler à son patron, en parler à son pasteur, en parler sur Facebook. Tu voudras te soulager, m'a-t-il dit, mais ça ne te soulagera pas. J'ai acquiescé. Je connais des outils qui promettent plus qu'ils ne tiennent. Il m'a tapoté l'épaule. Fais les petites choses qui sont justes. Elles s'accumulent. Après son départ, j'ai ouvert l'email d'Olivia. 10 paragraphes qui m'ont fait l'effet d'un coup de fouet. Je lui ai répondu en 3 phrases. Reçu. Veuillez utiliser l'email pour toute communication. Je vous répondrai dans les 24 heures. J'ai appuyé sur envoyer. Quelque part, un pont n'était pas brûlé. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas, alors les souvenirs sont revenus.
J'ai revu notre petite église, les bancs imprégnés d'huile de citron, l'air brassé par des ventilateurs suspendus à des chaînes, la cravate trop large de mon père parce qu'il portait ce qu'il avait. Olivia a remonté l'allée dans la robe de sa grand-mère, une robe en dentelle qui avait survécu à 3 déménagements. Sa mère pleurait comme pleurent les mères, entre espoir et crainte. Je me souviens avoir promis les choses que tout le monde promet, sans savoir lesquelles vous coûteront cher. Après la réception, nous sommes allés dans un motel avec des tapis plus propres que ceux-ci et avons mangé les restes de gâteau avec les doigts. J'ai gardé une fourchette de ce motel, une métal bon marché, avec un manche fin. Je l'utilise encore pour mélanger la peinture. Les personnes de 35 ans et plus savent comment les souvenirs deviennent des outils, car la vie ne laisse pas de place aux vitrines. Allongé dans la chambre 112 de Riverside, j'écoutais les pas au-dessus de moi et j'ai décidé que le passé pouvait me rendre visite, mais ne pouvait pas s'installer. Le matin viendrait, et avec lui une décision que je ne reviendrai pas sur dans l'obscurité du lundi. J'ai enfilé ma chemise bleu marine avec l'inscription « Mercy General Maintenance » brodée sur la poche et je suis parti comme tous les autres jours. La routine peut sauver un homme. Elle vous donne quelque chose à faire à vos mains pendant que votre tête se calme. Le sous-sol sentait la vapeur de lessive et le vieux café. Joe, mon supérieur, a levé les yeux de ses bons de travail. Compresseur et ferme-porte chirurgicale en pédiatrie, a-t-il dit, les yeux remplis d'une question qu'il n'a pas posée. Je m'en occupe, ai-je répondu, reconnaissant pour les boulons, les courroies et les choses qui ne mentent pas. Dans l'ascenseur, j'ai regardé les étages défiler et je me suis dit de garder le menton levé, ma voix et mes outils propres. Les gens viennent à l'hôpital pour être aidés, pas pour assister à un spectacle. J'ai remplacé un filtre, serré une courroie et senti ma respiration retrouver un rythme régulier. En me rendant à l'évier de la cafétéria, je suis passé devant les urgences. Son service. À travers la vitre, j'ai vu des blouses bleues s'affairer. Des dossiers, des moniteurs, la vie. Pendant un instant, j'ai cru que je pourrais passer la journée sans être affecté. En milieu de matinée, la rumeur avait fait le tour de l'hôpital. Dans les salles de pause et les placards à fournitures. Les voix baissaient quand j'entrais, puis remontaient comme des stores quand je sortais. Les dames de l'association des bénévoles se taisaient devant leurs muffins. Les jeunes transporteurs faisaient semblant de consulter leur téléphone. On peut sentir les ragots dans ses os, comme une dépression avant une tempête. « Il a l'air d'aller bien », a dit quelqu'un, comme si les hommes portaient des fissures visibles. J'ai gardé les yeux rivés sur l'application de gestion des tâches. En pédiatrie, une infirmière au regard bienveillant m'a tendu un biscuit pour la route, ce qui est le code hospitalier pour « je ne peux pas régler ton problème ». Mais voici un petit geste de gentillesse. Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin. À l'ascenseur de service, j'ai aperçu mon reflet. Un homme tenant une boîte à outils et un visage qu'il avait appris à contrôler. Les portes se sont ouvertes. 2 voix ont flotté à l'extérieur. « Olivia, suspension? Non, impossible. » Puis elles se sont arrêtées quand elles m'ont vu. Je suis entré, j'ai frappé aux urgences et j'ai laissé les portes se refermer sur le reste de la phrase. Les urgences sont une salle des machines bourdonnantes. Téléphone, pager, bridge de pas. Le bip régulier qui signifie qu'un cœur continue de battre. J'étais en train de remplacer une plaque de protection détachée lorsque j'ai entendu la voix d'Olivia derrière le poste des infirmières. Une cadence familière choisie pour susciter la sympathie. Ça a été difficile. Tasha, son amie, a murmuré quelque chose à voix basse. Une autre voix, celle du Dr Santos, a dit « Les gens adorent juger ». Je suis resté discret. Les vies entre les dents. Comme on le fait quand un tuyau risque d'éclater et de vous tremper. Olivia a parlé de problèmes conjugaux et de malentendus, façonnant l'air avec des mots qui évitent les noms. Pas de gala, pas de photos, pas d'appel, juste l'histoire que les gens utilisent quand ils veulent que vous acquiesciez. J'ai serré la dernière vase et je me suis levé. Tasha m'a vu la première. La culpabilité a traversé son visage comme la lumière d'un beeper. Olivia s'est retournée, les yeux rivés sur moi, puis s'est détournée. J'ai posé mon tournevis sur le chariot comme s'il s'agissait de l'objet le plus lourd que je possédais. « Vous avez besoin de la salle de consultation ?» ai-je demandé d'un ton neutre. Elle a dégluti. « S'il vous plaît », a-t-elle répondu. La salle des machines continuait de vrombir.
Nous nous sommes réfugiés dans une salle de consultation familiale, le genre d'endroit où les médecins parlent doucement et où les chaises connaissent le poids des mauvaises nouvelles. J'ai fermé la porte et je suis resté debout au lieu de m'asseoir, car s'asseoir donne l'impression qu'on va rester. Olivia a enroulé ses bras autour d'elle comme un manteau emprunté. Jack, a-t-elle commencé, ce n'est pas qui nous sommes. J'ai pensé à la fréquence à laquelle les gens utilisent « nous » comme une bâche pour couvrir un désordre. Dis ce que tu as à dire, répondis-je. Elle prit le script. J'ai fait des erreurs. Tu es blessé. C'est compliqué. La lumière fluorescente bourdonnait. Un tableau représentant l'échelle de la douleur souriait depuis le mur. Je gardais mes mains sur le dossier d'une chaise pour les empêcher de bouger. Compliqué. C'est une valve cassée derrière une cloison sèche. Je dis, c'est différent. Elle a pris une inspiration, les yeux brillants comme si elle pouvait inonder la pièce de pardon. Si nous parlons, si vous écoutez, vous comprendrez. J'ai fait un signe de tête vers la table. Alors nous commencerons par la vérité, ai-je dit en glissant la photo entre nous. Elle a regardé la photo comme on regarde une radiographie, en espérant que les ombres ne soient que des taches. Ce n'est pas le cas, a-t-elle commencé. Finis ta phrase, lui ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées. J'essayais d'aider la mission. Les donateurs sont importants. Je n'aurais pas dû aller aussi loin. Sa voix s'est adoucie, plus âgée que la dernière fois que je l'avais entendue ainsi. Jack, je t'aime. Je me sentais seul là-bas. Je me sentais invisible. Le mot résonna dans la pièce comme une bille dans une tasse en étain. Je repensais à toute ma vie invisible. Les nuits passées sous une chaudière, les vacances interrompues par une canalisation qui éclatait, les 10 000 réparations que personne ne remarquait parce que rien ne tombait en panne. Tu n'étais pas invisible, dis-je doucement. On te faisait confiance. Elle tendit la main vers moi et je laissai la distance répondre à ma place. Elle me proposa une thérapie. Nous pouvons reconstruire. Au bout du couloir, un beeper émit 3 bips rapides qui me font toujours monter le cœur. Pour reconstruire, il faut un plan, dis-je. Ce que tu me proposes, c'est de la peinture. Je gardais le ton que j'utilise pour les fils électriques. Calme, précis. Tu as menti au sujet des comprimés contre le paludisme. Tu as menti au sujet du test d'hier. Tu as menti au sujet du gala, de la liste des invités et des hommes qui t'ont touché. Chaque élément s'est posé comme une douille, s'enclenchant dans un cliquet. Tu as minimisé ce que je ressentais. Tu m'as traité de mesquin parce que je voulais un toit qui ne fuit pas et un budget qui ne saigne pas. Tu m'as reproché de ne pas applaudir pendant que tu brûlais la maison. J'ai remis la photo dans ma poche et j'ai posé mes 2 paumes sur la table, comme on stabilise une échelle avant de grimper. Je ne suis pas parfaite, ai-je dit, mais je ne suis pas folle non plus. La bouche d'Olivia a tremblé, puis s'est stabilisée. Je pensais que le réseautage nous aiderait, a-t-elle dit, cherchant à invoquer la clause de noblesse. Tu pensais que les règles ne s'appliquaient pas à toi si la cause semblait suffisamment importante, ai-je dit. Le silence s'est installé, lourd comme un sac à outils. Alors j'ai demandé, jusqu'où cela va-t-il? Elle a expiré, longuement et tremblotant, comme quelqu'un qui pose une lourde boîte qu'il ne peut plus porter. Il y a une hiérarchie, a-t-elle dit. Les gens qui ont de l'argent ouvrent des portes. L'hôpital attend des visages à ses tables. Je voulais une place. Ses yeux se sont posés sur le sol. Felix, le Dr. Cole, m'a vu lors d'une conférence. Il a dit qu'il pouvait m'aider. Il a insisté. Je l'ai laissé faire. Et voilà. Enfin un nom, comme une lumière qui s'allume dans une pièce où vous vous êtes cogné la tête. C'était une question de survie, a-t-elle dit. Si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes laissé pour compte. J'ai pensé aux hommes que je connais qui ne sont jamais invités au jeu. Des plombiers, des concierges, des cuisiniers qui construisent toute leur vie sans rompre leur serment d'acheter une meilleure place. Le jeu a des règles, ai-je dit. L'une d'elles est de ne pas détruire son équipe pour impressionner l'arbitre. Elle a grimacé. L'air semblait plus rare. Tu couches avec lui, ai-je demandé, parce que parfois, la seule façon de s'en sortir est d'être honnête. Elle a fermé les yeux. Oui, a-t-elle répondu. La pièce n'a pas bougé, mais moi, oui. J'ai ri une fois d'un rire sec, un son plein d'éclat. Eh bien, ai-je dit, au moins, le réseautage a porté ses fruits. Le sarcasme m'a échappé avant que je puisse le retenir. Sa main a jailli aussi vite qu'un court-circuit. La gifle a claqué sur ma joue, chaude et vive.
J'ai été brûlé par la vapeur et électrocuté par la négligence. C'était comme si j'avais été brûlé et électrocuté à la fois. Pendant une seconde, la pièce s'est inclinée. Les gobelets en papier, la boîte de mouchoirs, l'affiche apaisante sur l'hygiène des mains. Ne me parle pas comme ça, a-t-elle sifflé. J'ai respiré lentement, j'ai compté jusqu'à 5 comme on le fait quand un disjoncteur se déclenche et qu'on hésite entre le réenclencher ou refaire le câblage. J'ai croisé son regard et j'ai parlé à voix basse. Tu ne peux pas me frapper et garder le secret. Elle a cligné des yeux, la colère se transformant en peur. Ma paume a retrouvé le dossier de la chaise, les jointures blanchies, puis j'ai lâché prise. Je me suis dirigé vers la porte, la main sur la poignée, la joue en feu, le cœur battant à tout rompre. Il y a un silence particulier après une gifle. On dirait une porte qui hésite à s'ouvrir. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas franchie. Olivia, ai-je dit, en utilisant son nom comme on utilise un niveau. Une dernière vérification avant de clouer le bec. C'est fini. Ces mots m'ont surpris par leur aisance dans ma bouche, comme s'ils attendaient derrière mes dents depuis un moment. Elle a tendu la main, paume vers le haut, la même main qui venait de frapper mon visage. Jack, ne nous rejette pas, s'il te plaît. J'ai secoué la tête. Je ne vous rejette pas. Je mets de côté ce qui est déjà brisé. Dans le couloir, un technicien de transport poussait d'un brancard, les yeux fixés devant lui. La vie professionnelle continue, même quand la vôtre s'arrête. Vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez, ai-je dit. Je vais vivre une histoire vraie. Je suis sorti dans le couloir. L'air était plus froid, plus pur. La porte s'est refermée derrière moi. Des gens passaient avec leur café et leur dossier. J'ai touché ma joue et senti la chaleur s'estomper, remplacée par une sorte de clarté qui m'effrayait moins que l'alternative. En fin d'après-midi, Mercy avait fait ce que Mercy fait toujours avec les nouveaux drames. Elle les avait métabolisés en chuchotements. Les bénévoles échangeaient leurs versions tout en triant les couvertures. Les respiratoires poussaient des chariots et des opinions. Quelqu'un a dit que j'avais crié. Quelqu'un a dit qu'elle s'était évanouie. Les deux avaient tort. La vérité remporte rarement le concours de popularité dès le premier jour. À la cafétéria, j'ai mangé du pain de viande comme un homme qui fait plus confiance à la nourriture chaude qu'à son téléphone. Mike s'est glissé sur la chaise en face de moi, les yeux balayant la pièce comme le fait la sécurité. « Ça va? » m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. « Et toi? » Il a souri. J'ai déjà entendu 3 feintes différentes. Nous avons laissé le brouhaha nous couvrir. Ça va devenir plus fort avant de s'éteindre, a-t-il dit. Reste là où tu peux vivre. J'ai fini mon plateau, je l'ai jeté et je suis retourné au sous-sol. Mon royaume de ventilateurs bourdonnants et d'engrenages honnêtes. En chemin, Tasha m'a croisé, a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les gens aiment les histoires jusqu'à ce qu'elles les touchent de près. La porte automatique s'est ouverte dans un sifflement. Et les rumeurs ont continué à circuler. Il m'a trouvé entre une machine à glace bourdonnante et un chariot rempli de balais à franges. Monsieur Miller, David Thornton. Je représente Olivia Reed, la quarantaine, costume impeccable, poignée de main ferme, contrôlée, pas destinée à claquer. Nous avons pris une salle de conférence vide avec vue sur le quai de chargement. Il a posé un porte-document en cuir sur la table, comme un ministre posant une Bible. Je crois que nous pouvons résoudre cela à l'amiable, a-t-il dit, ce qui signifie en langage d'avocat « évitons de salir le tapis ». Il avait le calme d'un homme qui regarde les incendies à travers une vitre. Olivia accorde de l'importance à la vie privée, a-t-il poursuivi. Elle veut ce qui est juste. Il a parlé des biens comme s'il lisait une liste de courses. Appartements, voitures, effets personnels. Pas besoin de faire appel aux tribunaux. Les néons ronronnaient en dessous. Un camion a klaxonné en marche arrière, le son universel de la prudence. David a croisé les mains. Avec de la bonne volonté de part et d'autre, cela peut être réglé rapidement. J'ai pensé aux solutions rapides, la plupart fuient. Montrez-moi, ai-je dit. Il a souri, déjà vainqueur. Pas aujourd'hui. Il a fait glisser des papiers vers moi. Divorce sans faute, garder l'appartement, garder la voiture. Une séparation nette du peu que nous possédions. Puis l'encre. Une clause de confidentialité assez grande pour y garer un bus. Pas de discussion publique, pas de récit, pas de mots qui pourraient ternir une auréole. C'est la norme, a-t-il dit en lissant la page.
Les gens de mon âge savent que la norme signifie protéger la personne qui peut se permettre un avocat. Je lisais lentement les lèvres qui bougeaient comme mon père le faisait avec les contrats auxquels il ne faisait pas confiance. Donc j'obtiens des choses, dis-je, et elle obtient le silence. David s'efforçait de ne pas montrer ses dents en souriant. Vous obtenez tous les deux la paix. Dehors, la pluie commençait à tambouriner doucement, ce qui aide à clarifier les idées. Je tapotais les griffes avec mes jointures. Que se passe-t-il si je ne signe pas? Il ne cligna pas des yeux. Alors nous irons au tribunal. C'est compliqué, coûteux et désagréable pour tout le monde. J'ai imaginé la robe cerise, la liste des invités, la voix du médecin. Il a vu que je pesais le pour et le contre, et s'est penché vers moi. Soyez intelligent, Monsieur Miller. J'ai fermé le dossier et laissé la pluie répondre à ma place. Je l'ai raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Dites à Olivia que je comprends l'offre, ai-je dit. Il a appuyé sur le bouton, hochant la tête comme un homme qui ferme le mardi. Elle apprécie votre discrétion. Les portes se sont refermées et j'ai regardé mon reflet se déformer dans l'acier. C'est alors que les mots se sont assemblés de manière assez claire pour un vieux mécanicien. Ce n'était pas un traité de paix, c'était un bâillon. Le prix du silence était la vérité. De retour au sous-sol, les machines à laver battaient leur rythme régulier comme l'éthique du travail dans un monde qui préfère les raccourcis. J'ai posé le dossier sur mon établi à côté d'un joint à bride et d'un rouleau de ruban adhésif bleu et j'ai regardé à nouveau les griffes. Je pouvais choisir la voie facile, appeler cela la grâce, et laisser une histoire que je n'avais pas écrite me définir, ou je pouvais rester sur mes positions et accepter le bruit qui accompagne une vie bien remplie. L'ascenseur est sonné derrière moi. Mike est sorti, lisant mon visage comme un graphique. « C'est grave ?» m'a-t-il demandé. « Ça dépend », ai-je répondu, de mon intention de rester discret. Ce soir-là, au motel, j'ai étalé les papiers sur la table comme la carte d'un pays que je n'étais pas sûr de vouloir visiter. L'argent est important quand on a mon âge. La retraite n'est plus une rumeur. Une séparation à l'amiable permet d'économiser de l'argent et d'éviter les ulcères. Mais je voyais sans cesse les visages des gens de Mercy qui me connaissent comme l'homme qui se présente, qui répare les dégâts et qui dit la vérité. Si je signais, tout irait bien sur le papier, mais je me sentirais pauvre dans le miroir. J'ai appelé mon frère, celui qui ne gaspille jamais ses mots. Il m'a écouté, a laissé le silence faire son œuvre, puis m'a dit « Tu peux vivre avec le fait que les gens te trouvent ta mère. Tu ne peux pas vivre avec le fait que tu te trouves menteur. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché, car les grands frères mettent une fin aux appels avant que leurs sentiments ne transparaissent. J'ai éteint la télévision. J'ai laissé les murs fins du motel me rappeler que d'autres personnes vivaient aussi. Bruyamment, mal, honnêtement. Mon téléphone a vibré. « Mike, passe me voir. Il y a quelque chose que tu devrais voir », disait son message. J'ai attrapé ma veste. La pluie avait décidé de s'abattre pour de bon. Mike a verrouillé la porte du bureau de sécurité et m'a glissé un dossier en papier craft comme un flic qui déteste cette partie du travail. J'ai tiré quelques ficelles, m'a-t-il dit. À l'intérieur, des coupures de journaux, des photos de société et 3 clichés brillants qui faisaient l'effet de coupe de poing. Olivia, dans sa robe cerise foncée, dansait, joue contre joue, avec le Dr. Ethan Cole, chirurgien orthopédiste, dont le sourire était assez éclatant pour illuminer un couloir. Une autre photo, leurs mains trop familières pour des étrangers. La légende ressemblait à une vantardise. La troisième les montrait quittant un hôtel avec le genre d'assurance que les gens affichent lorsque les conséquences semblent insignifiantes. Elles étaient publiques, a dit Mike, enfouies dans les pages lifestyle et les bulletins d'information de l'hôpital. Les gens les voyaient, mais ne les regardaient pas. J'ai passé mon pouce sur le bord d'une photo jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Mon nom n'apparaissait sur aucune légende. « Tu es sûr que c'est lui ?» ai-je demandé. Mike a tapoté un communiqué de presse avec la photo de Cole. Même mâchoire, mêmes yeux qui me disaient que toutes les portes m'étaient ouvertes. Il y a plus, a ajouté Mike en sortant un autre dossier. La chronologie, il l'a posée comme un détonateur. « Respire d'abord », m'a-t-il dit. Je l'ai fait, puis je ne l'ai plus fait. La chronologie se lisait comme les instructions pour détruire une vie. Rencontre lorsque d'une conférence 6 mois auparavant, aperçus ensemble à 2 collectes de fonds, nuit après le gala, week-end prolongé sous prétexte de formation continue. Des dates dont je me souvenais pour d'autres raisons.
L'anniversaire de ma mère, une panne de climatisation et Mercy, la nuit où le fils de notre voisine a eu besoin de pointes de suture. Pendant que je dégelais des tuyaux et payais des factures, il faisait du réseautage dans des pièces avec une moquette plus luxueuse. J'ai senti quelque chose d'ancien et de dangereux me parcourir l'échine. Une rage qui pousse les hommes de mon âge à conduire trop vite ou à dire des choses qu'ils regretteront. Mike a vu la couleur me quitter, puis revenir. « Tu n'es pas fou », m'a-t-il dit doucement. « Ça aide. Maintenant, ne fais pas de bêtises. » J'ai posé la chronologie et laissé les chiffres s'arrêter de bouger. Les images ne étaient plus floues. Elles restaient immobiles et révélaient la vérité que je ne voulais pas entendre, mais dont j'avais besoin. « D'accord, ai-je dit d'une voix aussi plate qu'un établi. Maintenant, je sais depuis combien de temps la fuite dure. » Mike a hoché la tête. « Et nous n'avons pas fini. Il a ouvert un autre dossier. Un autre nom m'a sauté aux yeux. »« Dr. Sarah Cole », a dit Mike, « épouse d'un cardiologue. » Il a laissé le dernier mot en suspens. Un poids avec des contours. Une impression montrait sa biographie. Des yeux intelligents, un sourire constant, le visage de quelqu'un dont les patients se souviennent plus tard comme d'une personne gentille. Une photo de famille, 2 enfants, un chien avec un bandana, la vie que les publicitaires vendent pendant les matchs de football. Ma colère changea de forme, s'accompagna d'un sentiment appelé pitié. Je sais ce que c'est que de construire quelque chose lentement, honnêtement, puis de le voir se fissurer là où on ne l'avait pas prévu. « Elle le sait ?» demandai-je. Mike haussa les épaules. « Si elle ne le sait pas encore, elle le saura. Les Jaime comme elle ne restent pas longtemps aveugles. » J'ai imaginé une autre salle de consultation, une autre chaise, ses mains enroulées autour d'un gobelet en papier qui ne réchauffait rien. Il y a une cruauté particulière à tromper quelqu'un qui a un conjoint. Vous ne brisez pas seulement un toit. Vous arrachez les bardeaux de 2 toits. J'ai glissé la photo de Sarah sous celle d'Ethan, comme une ligne de toit rencontrant une tempête. Donc, ce n'est pas seulement ma maison, dis-je. Non, répondit Mike. C'est le quartier. Une fois que vous le dites à voix haute, elle a détruit 2 familles. Le calcul change. Il ne s'agit pas de ma fierté, ni même de nos vœux. Il s'agit du rayon des dégâts. Les réunions parents-professeurs expliquées par des demi-vérités. Les tables de fête avec une chaise qui devient plus silencieuse. Des enfants qui apprennent la chorégraphie des sacs à dos entre 2 maisons. Les personnes de 35 ans et plus comprennent les dommages collatéraux, les répercussions que l'argent ne peut effacer. J'ai regardé les photos et j'ai tenté ma colère se clarifier. Comme l'acier quand on le passe sur une pierre. Ce n'était pas une erreur de bord ou un faux pas ponctuel. Et c'était un plan avec des codes vestimentaires et des légendes. Alors, qu'est-ce qui est juste maintenant? Ai-je demandé à l'Assemblée. Le silence ne m'a pas contredit. J'ai réfléchi à l'offre de David. Une paix sur papier au prix d'un mensonge. J'ai pensé à Sarah, qui n'avait pas signé pour être courageuse ce mois-ci. Si je me tais, me suis-je dit, je les aide à continuer à faire ça à d'autres personnes. Mike n'a pas hoché la tête ni fait de sermon. Il a simplement attendu. Les hommes comme lui respectent davantage une décision si vous la prenez vous-même. J'ai rassemblé les photos, la chronologie, les impressions, et j'ai senti la chaleur là où le papier touchait ma peau. Les preuves changent la posture. On se tient plus droit parce que la vérité a désormais un poids que l'on peut porter. Dans les films, c'est à ce moment-là qu'un homme fait irruption dans un hall et prononce un discours. Dans la vraie vie, les halls sont surveillés et les discours vous valent d'être escortés dehors. J'ai fermé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et j'ai regardé l'heure. Mon service commençait dans 20 minutes. L'hôpital se moquait bien que ma vie ait pris un tournant inattendu. Un compresseur chirurgical avait toujours besoin de pièces. « Qu'est-ce que tu vas faire? » m'a demandé Mike. J'ai pensé à la clause de confidentialité, à la voix de mon frère, aux enfants de Sarah qui ne savaient pas encore qu'ils faisaient une partie d'une histoire. D'abord, ai-je répondu, je vais terminer mes commandes. Mike a esquissé un petit sourire fier. Je vais terminer mes bons de travail. Mike a souri, petit sourire fier, et ensuite, j'ai regardé le dossier, senti la chaleur se transformer en quelque chose de tangible. Je vais m'assurer que cela ne disparaisse pas. Le beeper à la ceinture de Mike a émis un signal sonore. Il était temps de partir. Sur le chemin du retour vers le motel, les essuie-glaces battaient la mesure.
J'ai laissé le mot vengeance s'installer sur le siège passager et me fixer du regard. Je n'aime pas ce mot. Il est bruyant, négligé, le genre de choses qui sonnent bien dans une chanson et qui ruinent une vie d'art, la pratique. Ce que je voulais était plus discret. La responsabilité. D'où je viens, si vous cassez quelque chose, vous en assumez la responsabilité. Tu t'excuses, tu payes, tu répares ce qui peut l'être et tu vis avec ce qui ne peut pas l'être. Olivia voulait le silence. Ethan voulait la chambre d'à côté, mieux éclairée. Les hôpitaux voulaient éviter les gros titres, à moins de les sponsoriser. Je me suis garé sous le réverbère crépitant et j'ai coupé le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu un homme qui avait encore le choix. J'ai emporté le dossier à l'étage, je l'ai posé sur la table et j'ai préparé un café assez fort pour tenir la route. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouvel email. Un nom simple, sans fioriture. J'ai tapé 4 objets à 4 endroits qui devraient être écoutés. Mon doigt a plané au-dessus de «enregistrer le brouillon». Pas envoyé. Pas encore. Vendredi après le travail, je me suis garé en face de l'entrée des employés avec un thermos et un tableau de bord qui a entendu toutes les prières qu'un homme peut murmurer. À 10:45, la BMW d'Ethan Cole s'est glissée dans une place de visiteur comme si elle était chez elle. Il a vérifié son reflet dans la vitre. Les hommes qui s'en tirent toujours font toujours ça. À 10:15, Olivia est sortie en jean et avec le pull que je lui avais acheté il y a 2 ans à Noël. Ils se sont retrouvés à mi-chemin avec le genre d'étreinte qui dit « on s'entraîne pour ça ». J'ai tenu mon téléphone fermement. Trottoir public, parking public, pas de crise, pas de scène. Ils se sont rendus dans un restaurant français que nous n'avions jamais pu nous permettre et se sont assis près de la fenêtre, leurs mains se touchant comme celles d'adolescents riches. J'ai filmé par petites séquences, avec l'heure et le visage bien visibles, comme Mike m'avait appris à le faire en cas de panne de matériel. Ils sont partis en riant, ont roulé jusqu'à son immeuble et ont disparu dans un garage où les caméras n'étaient pas mes amis. Je suis resté assis un moment à respirer, puis j'ai expiré un mot qui avait le goût de la détermination. Assez. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu s'affichait à l'écran. C'est Sarah Cole, il faut qu'on parle. Je l'ai regardée comme s'il avait des dents. J'ai appelé. Elle a répondu dès la première sonnerie, calme, concise, avec le pouls d'une cardiologue dans la voix. « Monsieur Miller, a-t-elle dit, je crois que votre femme et mon mari ont une liaison. » Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Je m'en doutais depuis des mois. Mon détective privé l'a confirmé ce soir. J'ai regardé le restaurant de l'autre côté de la rue, me souvenant de la façon dont les mains d'Olivia s'étaient posées sur la manche d'Ethan. J'ai une vidéo, ai-je dit, surpris par le calme de ma voix. Sarah a proposé un restaurant près de l'autoroute, un terrain neutre, avec des néons suffisamment honnêtes pour servir de témoin. Je conduisais les 2 mains sur le volant, comme on le fait quand sa vie est sur le point de prendre un tournant. À l'intérieur, elle ressemblait exactement à sa photo d'identité à l'hôpital. Fatiguée, intelligente, sérieuse. Elle glissa un bloc-notes entre nous. « Restons clairs, dit-elle. Rien d'illégal, seulement des faits. » Elle a sorti une clé USB de son sac à main, petite comme un fusible, et j'ai apporté des reçus. Nous nous sommes assis dans une cabine qui se souvenait de tous les secrets qu'elle n'avait jamais gardés. Les yeux de Sarah étaient de ceux qui avaient vu trop de secrets et croyaient encore en la réparation. 3 mois de surveillance, a-t-elle dit en tapotant le bloc-notes. Des rendez-vous galants, des restaurants, des conférences. J'ai engagé un détective privé. La chaîne de conservation est intacte. Elle ne se vantait pas. Elle montait un dossier. Elle a sorti des photos. Olivia dans sa robe cerise foncée, le bras autour d'Ethan, eux quittant un hôtel à 2 villes de là, un relevé de carte de crédit avec des dépenses qui n'avaient rien à voir avec la vie de famille. Il a utilisé notre compte joint, a-t-elle dit d'une voix calme. Et une fois, Dieu m'en soit témoin, sa carte d'hôpital. J'ai senti la chaleur monter, celle qui pousse les hommes à faire des choses stupides. Sarah l'a vu et a secoué la tête. « Pas de cascade, dit-elle doucement. On fait ça bien ou on ne le fait pas. » Elle passa à une page intitulée « Plan de distribution ». « Toi et moi, on n'est pas l'histoire, ajouta-t-elle. Ce sont leurs choix qui le sont. » Elle posa la clé USB sur la table. « Si nous poussons, c'est parce qu'ils ont tiré. » De retour au motel, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable comme un homme désamorçant un piège. Elle s'est ouverte.
des dossiers classés par date, des sous-dossiers par lieu, un détective privé qui comprenait que l'ordre est persuasif, des photos, des vidéos, des captures d'écran, des sauvegardes de texte qui se lisaient comme une feuille de route de mauvaises décisions. Il y avait le gala et une meilleure résolution que mes cauchemars. La composition florale du hall de l'hôtel que j'avais remarqué une fois à la télévision. Le genre de sourire que les gens utilisent quand ils pensent que les portes ne les trahiront pas. Un tableur répertoriait les transactions, les dîners, les bijoux, les parkings. Les faits ne criaient pas, ils s'empilaient. J'ai copié l'essentiel sur 2 nouveaux disques durs, un pour moi, un pour Mike, et j'ai remis les originaux à l'abri. Puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé la pièce bourdonner. Nous n'avions plus affaire à des rumeurs. Nous avions des preuves qui pouvaient se défendre toutes seules à la lumière du jour. Mon téléphone a vibré. C'était encore Sarah. Demain, disait son message, c'est nous qui décidons où cela va mener. Je répondis par un seul mot. Partout. Samedi matin. Un café assez fort pour soulever des poutres. Sarah et moi nous sommes retrouvés, cette fois avec Mike, au restaurant. Nous avons esquissé un plan en 4 volets sur des serviettes en papier. Premièrement, l'administration des hôpitaux Mercy et St. Andrew Presbyterian. Deuxièmement, les plaintes officielles accompagnées de pièces à conviction auprès du Conseil médical de l'État et du Conseil des infirmières. Troisièmement, les préoccupations concernant l'utilisation abusive des dons et la conduite de l'organisation Pacific Relief. 4. Un journal local réputé pour faire ses devoirs. Mike a dit, « Si c'est partout, personne ne peut l'enterrer. » Sarah a acquiescé. Pas de rage anonyme, des résumés rédigés de manière professionnelle, des orodatages, des pièces jointes. Nous ne sommes pas d'anciens amants aigris. Nous sommes des témoins. Nous avons créé des comptes de messagerie propres, rédigé des lettres d'accompagnement en anglais simple et joint uniquement ce qui importait. Dates, images, transactions, politiques citées. Nous nous sommes mis d'accord sur une règle. Pas de réseaux sociaux, pas de fuite tant que les canaux officiels n'auraient pas répondu. Avant de partir, Sarah nous a regardés tous les deux. Une fois que nous aurons envoyé le courrier, a-t-elle dit, nous ne pourrons plus choisir l'ampleur de la vague. J'ai fait glisser la version finale sur la table, puis nous avons choisi la marée. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau exigu de Mike, café mauvais, serrure solide. Sarah a disposé les dossiers comme une infirmière préparant des plateaux. L'administration de Mercy, l'administration de St. Andrew Presbyterian, le conseil médical et le conseil des infirmières de l'État, Pacific Relief et un journal local qui n'a pas froid aux yeux. Nous avons vérifié chaque dossier 2 fois. Horodatage, légende, site de politique, pas d'émotion, juste des faits. Mike a créé des comptes jetables avec des noms ennuyeux. J'ai rédigé des objets qui inciteraient un responsable à ouvrir le message. Documentation de conduite non professionnelle, pièces jointes horodatées incluses. Le pouce de Sarah planait au-dessus de son pavé tactile. Une fois que c'est envoyé, a-t-elle dit. Les personnes plus âgées connaissent cette sensation, comme lorsqu'on poste une lettre recommandée qu'on ne peut plus récupérer. J'ai acquiescé. Laissons la vérité faire son travail. Nous avons compté à rebours comme des SMS qui démarrent un système après une réparation. 3, 2, 1, envoyé. La pièce est devenue silencieuse à l'exception de la climatisation qui n'a jamais appris la subtilité. Puis les boîtes de réception ont commencé à se remplir. Réponse automatique, numéro de ticket d'entrée, reçu en cours d'examen. J'ai senti mon pouls ralentir pour la première fois depuis des semaines. Nous n'avions pas encore gagné, mais nous avions lancé le compte à rebours. Le lundi est passé vite. À 10h12, les RH de Mercy ont envoyé un email à Olivia. Congé administratif immédiat en attendant l'enquête. À 11h40, le bureau de conformité de St. Andrew Presbyterian a accusé réception de notre dossier sur le Dr. Ethan Cole. À l'heure du déjeuner, la rumeur chez Mercy avait remplacé le drame de la semaine dernière par celui-ci. On pouvait entendre la panique institutionnelle, les pas précipités, les réunions à huis clos, la façon dont les responsables utilisaient les prénoms et les noms de famille comme s'ils lisaient des accusations. Olivia m'a trouvé dans une cage d'escalier, les yeux écarquillés, la voix basse. « C'est toi qui as fait ça. » J'ai gardé les mains dans des poches. « Non, ai-je répondu, c'est toi qui as fait ça. Je l'ai documenté.
Elle a tressailli comme si la vérité avait un poids. Mike m'a envoyé par SMS une photo d'un bulletin. Le personnel a été rappelé à l'ordre concernant les relations et la politique de conduite professionnelle. Les quarterbacks demandent toujours un temps mort après que l'autre équipe a marqué. En milieu d'après-midi, un enquêteur du conseil d'administration m'a demandé une déclaration officielle. Pas des ragots, des documents. J'ai imprimé ce qui était important et laissé de côté ce qui ne l'était pas. En insérant les feuilles dans le scanner, j'ai réalisé quelque chose de simple et de difficile. Les conséquences étaient finalement plus fortes que les excuses. La prochaine étape ne serait pas privée. Le journal de mercredi est sorti avec une photo que je connaissais trop bien, la robe cerise foncée dans une salle de bal, une légende qui citait des noms. L'article n'était pas virulent. Il rapportait des extraits de politique, des citations de responsables, une chronologie qui correspondait à nos dossiers. À midi, St. Andrew a annoncé que le Dr. Cole était suspendu dans l'attente d'un examen complet de ses notes de frais et de sa conduite. Vendredi, il était licencié. Mercy a agi plus lentement, comme le font les grands navires, mais le résultat était le même. La suspension d'Olivia a été prolongée, puis son licenciement a été dissimulé dans un langage RH prudent. Pacific Relief a publié une déclaration sur la révision des protocoles relatifs aux bénévoles. Le conseil d'administration a envoyé des accusés de réception avec des numéros de dossier, le genre de numéros que les adultes apprennent à respecter. Sarah m'a envoyé par SMS une photo de sa table de cuisine. Des projets scolaires étalés, un chien endormi, le journal ouvert. « Tout va bien », m'écrivait-elle. Je la croyais. Au motel, j'ai posé le journal à côté de ma trousse à outils et j'ai laissé le silence s'installer. Ce n'était pas une vengeance. C'était la lumière du jour, et la lumière du jour a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a révélé le désordre. À la fin de la semaine, c'était officiel. Ethan, licencié. Notes de frais en cours d'examen. Badge rendu, déclaration pleine de valeurs et de normes. Olivia licenciée. La phrase prudente DRH qui signifie que votre identifiant ne fonctionnera plus lundi. Selon les rumeurs à Mercy, elle aurait du mal à trouver un emploi dans la région. Les conseils d'administration n'oublient pas les numéros de dossier. J'ai lu les emails 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas et j'ai simplement respiré. Le soulagement est venu en premier, silencieux, comme des analgésiques qui finissent par faire effet. Puis l'arrière-goût, l'amertume, celle que l'on remarque quand la pièce devient silencieuse. J'ai pensé aux cartons sous les bras des employés, à la façon dont les gens fixent le sol et les ascenseurs le dernier jour de quelqu'un. J'ai pensé aux années que nous avions passées à construire et à la rapidité avec laquelle un incendie peut détruire une maison. Les hommes de mon âge continuent d'avancer. Ils paient leurs factures, ils changent l'huile, ils se présentent au travail. J'ai rincé ma tasse à café, rangé mes outils et verrouillé la porte du motel derrière moi. Cette partie était terminée, mais qu'en était-il de la suite? Qui serais-je après cela? Je pensais que mon travail consistait à réparer ce qui était cassé. Les tuyaux, les portes, les choses discrètes qui tombent en panne sans faire de bruit. Il s'avère que j'ai dû réparer quelque chose de plus bruyant. Mon histoire. Je suis passé du mari qui croyait à l'homme pris au dépourvu, puis à celui qui a allumé la lumière et a nommé ce qui s'était passé. Je n'ai pas récupéré ce que j'avais perdu. J'ai récupéré quelque chose de différent. Ils pensaient que je garderais la tête baissée, que je maintiendrais la paix, que je garderais leur secret. Ils pensaient que je resterais la victime, mais je suis reparti en tant que survivant. Si vous avez mon âge, vous savez que la vie n'est pas faite que de nouveaux départs. Ce sont les réparations qui tiennent et celles que vous choisissez de ne pas faire. Je ne vais pas prétendre que cela ne m'a rien coûté. Cela m'a coûté. Mais à long terme, la lumière du jour coûte moins cher que l'obscurité. Demain, je lasserai mes bottes, je pointerai et je continuerai à faire tourner la machine pour les personnes qui comptent sur des héros discrets. Maintenant, voici la partie pour laquelle je ne peux pas répondre à votre place. Lorsque la confiance est brisée, pardonnez-vous ou ripostez-vous. Choisissez votre voie et vivez-la pleinement.